Alors, bonjour. Le cours de l'économie monétaire et financière présenté par le professeur Adil Al-Jouali. Donc, le cours de l'économie monétaire et financière, c'est un cours indispensable, très intéressant dans le cursus académique d'un étudiant qui a choisi de poursuivre ses études en économie, en sciences économiques. Et c'est un cours d'initiation, d'introduction de toutes les disciplines qui étudient les finances, que ce soit les finances de l'entreprise, que ce soit les finances internationales, que ce soit les finances publiques. Donc, on étudie la sphère financière de l'économie. Donc, l'économie, comme vous le savez, est subdivisée en deux principales sphères. La sphère réelle, ça veut dire investissement, production, tout ce qu'on peut étudier dans la sphère réelle, dans la microéconomie et dans la macroéconomie aussi. Et la sphère financière, tout ce qui est en relation avec le système financier, le système bancaire et la finance en général. Alors, le cours vise à transmettre aux étudiants des connaissances concernant la gestion financière de la nation, politique monétaire essentiellement, et des éclairages sur les mécanismes qui sont derrière la création monétaire, ça veut dire les institutions qui ont l'habilité de créer la monnaie. Au préalable, il expose des modalités de financement de l'économie marocaine. Alors, pour aller à l'avant de l'économie, il faut financer l'économie via les institutions financières, donc via des institutions qui ont l'habilité à financer l'économie via l'octroi des crédits par exemple et le financement des investissements en général. Par ailleurs, il est également question de connaître le système monétaire international dans lequel nous vivons ainsi que ses origines. Donc, il s'avère intéressant aussi de connaître le système monétaire international parce qu'il y a une interconnexion, une interdépendance entre tous les systèmes financiers internationaux. Notre cours, en principe, est subdivisé en 4 principales parties. Et chaque partie contient 3 chapitres en principe, sauf la 3e partie qui contient 2 chapitres. Alors, ça va s'étaler sur l'année. Donc, on va subdiviser notre plan ou notre travail relatif à l'économie monétaire et financière en 2 semestres. Donc, le premier semestre, on va étudier 2 parties. Le deuxième semestre, S4, on va étudier 2 parties encore. Alors, en ce qui concerne la première partie, c'est les approches théoriques de l'économie monétaire et financière. Donc, le premier chapitre, les approches théoriques. On va expliquer dans ce chapitre la définition de l'économie monétaire et financière via les principaux courants de la pensée économique. Et aussi, on va définir les différentes formes de la monnaie, à savoir la monnaie divisionnaire, la monnaie scripturale, la monnaie fiduciaire, etc., etc. Dans le deuxième chapitre, on va étudier la demande de la monnaie aussi via les principaux courants de la pensée économique. En principe, 3 courants de la pensée économique qui avaient expliqué qu'est-ce que ça veut dire la demande de la monnaie. Puisqu'il y a une offre de la monnaie, il y a aussi une demande de la monnaie. Donc on va expliquer la demande de la monnaie à travers le courant classique, le courant keynésien et le courant monétariste, plus particulièrement Milton Friedman. Le 3e chapitre concerne la création monétaire. C'est un chapitre très intéressant, un petit peu technique. Via ce chapitre, on pourrait expliquer comment la monnaie est créée par les institutions financières. Donc, il y a une création de la monnaie entre les banques
commerciale, il y a aussi une création monétaire de la monnaie par la Banque centrale via son institut d'émission. Et aussi la relation entre la Banque centrale et les banques commerciales dans l'opération ou le processus de la création monétaire pour injecter la liquidité sur le marché monétaire. La deuxième partie demeure une partie très intéressante dans le cours de l'économie monétaire et financière est relative à la politique monétaire. Donc, chaque système monétaire et financier dans tous les pays, donc il y a une politique monétaire menée par les autorités monétaires. Et c'est la politique monétaire, c'est une politique parmi les politiques économiques effectuées par un État, par les autorités publiques. Alors, la deuxième partie contient aussi 3 chapitres. Le premier chapitre, les objectifs de la politique monétaire. En principe, on a 2 objectifs, les objectifs intermédiaires et les objectifs finaux. On va voir ça d'une manière plus détaillée dans le chapitre. Le deuxième chapitre, les instruments de la politique monétaire. Donc, les instruments de la politique monétaire, ce sont des instruments utilisés en principe par les institutions financières, ça veut dire par les banques commerciales, et sont imposés aussi par la Banque centrale. Donc la Banque centrale qui a l'habilité d'imposer de certains instruments pour gérer le système monétaire en général. Et dans un troisième chapitre, on va entamer les limites de la politique monétaire. Dans chaque politique monétaire, il y a des limites. Alors, ça concerne le premier semestre, S3. Alors, au niveau de S4, on va étudier la troisième partie et la quatrième partie. La troisième partie, c'est les réformes du système monétaire et financier marocain. On va commencer par la loi bancaire de 1993. C'était la première réforme du système monétaire et du système financier du Maroc en général. Et puis après, on va étudier les réformes qui ont succédé cette loi bancaire de 1993. Quelles sont les évolutions du système bancaire et financier au Maroc et quel est l'impact aussi de ces réformes sur le financement de l'économie. Le deuxième chapitre contient la convertibilité du dirham, enjeux et contraintes. Même si ce chapitre est une partie qui concerne le marché de change, mais on a plaidé à entamer ce chapitre dans la troisième partie pour savoir, bien évidemment, la convertibilité du dirham et la valeur de notre devise par rapport aux devises étrangères. La quatrième partie, on va étudier les marchés de capitaux. Alors, les composants du marché de capitaux, on trouve le marché monétaire, le marché des valeurs mobilières, le marché de change. Alors, en ce qui concerne le marché monétaire qu'on va étudier dans le premier chapitre, il est aussi subdivisé en plusieurs marchés. Donc, on trouve le marché interbancaire, le marché des adjudications et aussi l'intervention de la Banque centrale. Dans le deuxième chapitre, le marché des valeurs mobilières, qu'est-ce que ça veut dire le marché des valeurs mobilières? C'est tout simplement la bourse. On a au Maroc une seule bourse, la bourse de Casablanca. Donc le marché des valeurs mobilières, ça veut dire la bourse de Casablanca, c'est un établissement où il y a un échange, où il y a des ventes et des achats des produits financiers, à savoir les actions et les obligations. Le troisième chapitre, le marché de change et la couverture de risque de change. Donc, il s'avère très intéressant d'étudier le marché de change parce qu'il a un impact direct sur nos transactions commerciales et aussi sur le commerce international. Parce que le Maroc a depuis toujours conclu plusieurs accords de libre-échange avec le reste du monde, plus particulièrement avec l'Union européenne et aussi avec les États-Unis. Donc il s'avère très intéressant d'étudier l'évolution de taux de change et de la couverture de risque de change, ça veut dire la valeur de notre devise par rapport à la devise étrangère. Et bien évidemment, on paye nos importations via la devise étrangère. Alors, dans la première partie de cours qui concerne la monnaie et la théorie monétaire,
On va commencer par le premier chapitre tout d'abord, les approches de la monnaie qu'on va voir, les différentes définitions de la monnaie via les différents courants de la pensée économique et la définition de la monnaie, aussi les différentes formes de la monnaie utilisée au niveau international. Et plus particulièrement, on va étudier les différents types de monnaies utilisées par le Maroc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord la monnaie? Donc, dans les relations économiques, la monnaie joue un rôle fondamental. Les biens ne s'échangent pas contre les biens, mais contre de la monnaie. Elle est donc un intermédiaire obligé des échanges. Par ailleurs, la monnaie est devenue une notion très vaste qui regroupe en son sein différents types de moyens de paiement. Et la monnaie aussi est une notion extrêmement complexe. Elle est à la fois difficile à définir et à quantifier. C'est pour cela, pour donner un sens précis à la monnaie, les économistes la définissent à partir de ces trois fonctions principales, qui sont la monnaie est un moyen de paiement, la monnaie est une réserve de valeur, la monnaie est une unité de compte qu'on va voir dans le slide suivant. Se pose ensuite la question de la valeur de la monnaie ainsi que de la mesure de la quantité de la monnaie dans une économie et qui a une influence directe sur les prix et la croissance bien évidemment. Pour cela, les autorités monétaires dans différents pays contrôlent l'agrégat monétaire qui, à son côté, de la monnaie au sens strict, comprend des actifs aisément liquidables. Donc, les agrégats monétaires regroupent les moyens de paiement détenus par les agents sur le territoire national. Les agents économiques, à savoir les ménages, les entreprises, bien évidemment, l'État et les autres institutions financières et non financières, bien évidemment. Et donc, quand on parle des agrégats monétaires, on parle de la quantité de la monnaie en circulation. On va voir ultérieurement ça en détail. Alors, François Perrault, dans une définition fonctionnelle de la monnaie, donne une excellente définition. Donc, pour François Perrault, la monnaie est un instrument de paiement indéterminé, général et immédiat. Indéterminé parce qu'il doit permettre de payer n'importe quelle dette et d'acquérir n'importe quel bien ou service. Général parce qu'il doit être admis en tout lieu, à tout moment et par tout le monde. Immédiat parce que son transfert doit permettre de régler instantanément et de manière définitive les achats et les dettes. Donc, à partir de cette définition de François Perrault, on trouve que la monnaie possède trois principales fonctions ou trois fonctions traditionnelles, à savoir la monnaie est un intermédiaire des échanges ou un moyen de paiement, la monnaie est une unité de mesure de valeur, la monnaie est une réserve de pouvoir d'achat ou unité de compte. On va commencer par le premier instrument ou la première fonction de la monnaie. La monnaie est un intermédiaire d'échange. C'est la première et la plus importante fonction de la monnaie. Elle évite par son existence les nombreux inconvénients du troc. En tant que telle, la monnaie permet de fractionner l'échange en deux temps. On cède l'objet à vendre contre de la monnaie. En deuxième temps, on acquiert le bien désiré grâce à la monnaie. Il constitue ainsi un instrument de paiement universel. Un moyen de paiement parce que la première fonction de la monnaie est subdivisée en deux définitions, en deux fonctions, comment dirais-je. La monnaie est un intermédiaire d'échange et la monnaie est un moyen de paiement. On va expliquer pourquoi la monnaie est un moyen de paiement. Donc, lorsqu'on échange un bien en absence de monnaie, on dit qu'il y a un troc. Le troc, ça veut dire que l'échange d'un bien contre un bien.
elle est utilisée, c'est un moyen d'échange, c'est un moyen d'acquérir les biens dont on a besoin via cette méthode, via le troc. Elle est utilisée par les civilisations antiques avant de découvrir la monnaie. Mais toutefois, pour que le troc soit possible, il doit y avoir une double coïncidence entre les besoins respectifs des agents. Un individu doit posséder ce que l'autre désire et vice-versa. Par exemple, si X a des pommes, il peut les échanger contre les chaussettes de Y dont il a besoin, lorsque Y a lui aussi besoin des pommes. Donc, il doit être la seule condition de troc ici, il doit être un besoin mutuel entre deux agents économiques. Donc, le troc permet donc un supplément de satisfaction à chacun d'entre eux. Mais si X dispose de bois et Y n'en a nullement besoin, il faut que l'un des deux ou les deux trouve une troisième personne dans l'espoir de réaliser un échange, ce qu'on appelle l'échange multilatéral. Dans ce cas-là, la monnaie facilite l'échange de ce type. C'est pour cela que là, depuis les civilisations antiques, on a banni, on a supprimé le troc via l'utilisation de la monnaie comme étant un échange de biens et services. Mais avant de découvrir la monnaie, il y avait aussi des moyens qui ont été utilisés pour l'échange des biens et services, ce qu'on appelle la monnaie marchande. La monnaie marchande ou la monnaie marchandise, ça on va voir ultérieurement d'une manière détaillée. La monnaie, deuxième mesure, la monnaie est une unité de mesure de valeur. La monnaie est aussi un moyen d'exprimer la valeur de chaque bien par rapport à une référence unique, ce qui permet d'assurer la comparaison de valeur entre les biens et les services et d'établir une échelle générale des prix. Par exemple, la valeur d'un bien de première nécessité, ce n'est pas la valeur d'un bien de deuxième ou de troisième nécessité. Par exemple, quand on parle de pain ou de fromage, la valeur de pain ou de fromage, ce n'est pas la valeur d'une voiture ou d'une maison. C'est pour cela que la monnaie en donnait une qualité d'une unité de mesure de la valeur pour la monnaie. Aussi, la monnaie a une qualité de réserve de valeur. Donc, l'échange des marchandises contre de la monnaie n'est possible que lorsqu'on est sûr qu'on puisse échanger ultérieurement cette monnaie contre ce que l'on désire acquérir comme autre marchandise. Par conséquent, pour que la monnaie puisse jouer son rôle d'instrument d'échange, elle doit garder sa valeur de moins pour une période courte. La monnaie doit donc avoir une fonction de réserve de valeur. Par ailleurs, il existe beaucoup d'autres réserves de valeur, comme l'or par exemple, comme le pétrole, comme le foncier, comme la richesse minière, etc., etc. L'or qui n'est plus une monnaie parce qu'il n'est plus utilisé comme instrument d'échange. Il continue néanmoins à servir de réserve de valeur. Et cela dépend des civilisations et des nations. Quand on parle de l'Inde, par exemple, les gens là-bas détiennent une grande part de leur épargne sous forme de l'or. L'or est sacré et est un instrument, est considéré un instrument de mesure de valeur ou de réserve de valeur, pour la population en Inde. Il y a aussi d'autres instruments de réserve de valeur. Il y a la terre, les actions, les obligations, le pétrole, les ressources minières, etc., selon la culture et selon le degré de développement économique de chaque pays, par exemple. Quand on parle par exemple des actions ou des obligations, cela concerne les pays développés où il y a un développement de marché financier. Là-bas, la population ou les gens ou les citoyens utilisent les actions et les obligations comme une réserve de valeur.
Les ressources, le pétrole par exemple, le pétrole chez les pays producteurs de pétrole, comme par exemple les pays du Golfe, là-bas, les gens aussi utilisent le pétrole comme étant une réserve de valeur. Mais aucune de ces réserves n'est parfaitement sûre dans la mesure où il est impossible de savoir précisément contre quoi ils pourront être échangés dans le futur. Parce qu'il y a un risque de perte de sa valeur dans le futur. Par exemple, l'or aujourd'hui, ça sera plus l'or de demain ou l'or d'ici 40 ans ou 50 ans. C'est comme par ailleurs l'or était un instrument indispensable dans les échanges des biens et services. Parce que pendant longtemps, l'or a été le principal instrument d'échange. Cependant, la valeur d'une pièce d'or dépend de son poids, de sa pureté, ainsi que de l'offre et de la demande sur le marché de l'or. Il serait très coûteux de la peser et de la vérifier à chaque transaction. Dès lors, l'une des fonctions de l'État jusqu'au XXe siècle a été de frapper les pièces d'or, garantissant ainsi leur poids et leur qualité. Alors, les billets, les pièces, les comptes chèques et les autres formes de monnaie ne sont pas non plus des réserves de valeur parfaitement sûres. Car il y a aussi ce qu'on appelle les fluctuations des prix. Donc, il y a une augmentation et une diminution des prix, ce qu'on appelle le phénomène de l'inflation. Mais la monnaie a la propriété de liquidité qui la qualifie pour être le meilleur instrument de réserve de pouvoir d'achat immédiat. C'est aussi un actif sans risque. La troisième principale fonction de la monnaie est une réserve de pouvoir d'achat. La monnaie est enfin un instrument d'épargne, ce qui permet de différer l'utilisation d'un revenu. De ce fait, la monnaie permet l'accumulation de la richesse, facteur aussi de progrès et de croissance économique. Cependant, il faut signaler que cette fonction n'est qu'imparfaitement assurée aujourd'hui en raison de la hausse des prix, ça veut dire le phénomène de l'inflation, qui fait qu'une même quantité de monnaie n'a pas la même valeur d'usage à des moments différents. Comme par exemple 100 dirhams d'aujourd'hui, la valeur de 100 dirhams d'aujourd'hui, il n'aura plus la valeur de 100 dirhams d'ici 10 ans ou d'ici 20 ans parce qu'il y a une fluctuation des prix. Il y aura aussi le phénomène de l'inflation parce que les prix augmentent au fur et à mesure avec le temps et aussi dans l'espace. Une unité de compte aussi parce que la troisième fonction de la monnaie se définit en deux principales définitions. La monnaie est une réserve de pouvoir d'achat et la monnaie est une unité de compte. Une unité de compte par opposition à la situation de troc, la monnaie en question n'est pas une marchandise prise parmi les autres, mais bien une unité de référence conventionnelle. C'est la monnaie unité de compte. Donc pendant longtemps, la plupart des économistes ne voyaient pas dans la monnaie qu'un instrument destiné à faciliter les échanges. Donc pendant longtemps, ça veut dire dans les civilisations antiques, avant de découvrir la monnaie. Or, la monnaie n'est pas neutre et peut même être désirée pour elle-même car elle est le bien le plus liquide. La monnaie n'est pas neutre, c'est une définition plus particulièrement des classiques. On va voir ça dans le chapitre consacré à la demande de la monnaie. Donc les définitions de la monnaie, comment les différentes courants de la pensée économique qualifient la monnaie comme étant un instrument neutre ou n'est pas neutre. Alors, les formes de la monnaie. Donc, les formes de la monnaie en principe, ils sont subdivisées en deux principales formes. La monnaie au sens étroit et la monnaie au sens large. La monnaie au sens étroit, il contient trois principales formes. La monnaie métallique ou la monnaie divisionnaire.
La monnaie fiduciaire, ça veut dire les billets de banque. Et la monnaie scripturelle, ça veut dire le chèque, les virements, etc., etc. On va voir ça d'une manière plus détaillée dans les slides suivants. Mais avant d'expliquer chaque type de monnaie, il s'avère intéressant d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire la monnaie marchandise. Alors, la monnaie marchandise, on a bien expliqué auparavant qu'est-ce que ça veut dire en principe la monnaie marchandise. Donc, c'est une forme de monnaie avant l'apparition qui avait utilisé dans les civilisations, en principe les civilisations antiques, avant l'apparition des formes modernes de la monnaie. Donc, en principe, c'est une forme primitive de la monnaie. Donc, après la suppression de troc, ça veut dire l'échange de marchandises contre le marchandise, dans des civilisations antiques, selon les cultures, elles avaient utilisé des moyens ou des biens comme étant une monnaie marchandise. Par exemple, chez les Indiens d'Amérique, ils avaient utilisé les perles comme étant un moyen d'échange de la marchandise. Les populations des îles de Canaries, elles avaient utilisé le coquillage, par exemple. Il y a aussi d'autres moyens utilisés dans les civilisations antiques, cela dépend des cultures, comme étant une monnaie marchandise, comme les dattes, comme les œufs, comme le sel, etc., etc. Et bien évidemment, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, dans les camps de prison, les prisonniers avaient utilisé les cigarettes aussi comme étant un moyen d'échange. Et jusqu'à maintenant, dans les camps de prisonniers, les prisonniers utilisaient les cigarettes comme un moyen d'échange, comme étant une monnaie. Selon un aperçu historique de l'usage de la monnaie métallique, les monnaies marchandises ont été très vite constituées par des pièces en métaux précieux, or et argent, parce que pendant longtemps, l'or a été le principal instrument d'échange. Cependant, la valeur d'une pièce d'or dépend de son poids et de sa pureté, ainsi que de l'offre et de la demande sur le marché de l'or. Il serait très coûteux de la peser et de la vérifier à chaque transaction commerciale. Dès lors, l'une des fonctions de l'État jusqu'au XXe siècle a été de frapper les pièces d'or, garantissant ainsi leur poids et leur qualité. C'est pour cela que l'inconvénient d'un tel système est que la production de métaux précieux doit suivre le développement de l'activité économique. Donc, selon le développement de l'activité économique à travers l'histoire contemporaine aussi, l'or a été supprimé dans les transactions commerciales, a été supprimé comme étant un moyen principal d'échange. Il était bien évidemment échangé par ce qu'on appelle la monnaie métallique ou la monnaie divisionnaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la monnaie divisionnaire? La monnaie divisionnaire au Maroc, ce sont des jetons métalliques. En principe, c'est une monnaie émise par le trésor et ce sont des jetons métalliques utilisés par la population sous la demande de la population aussi pour acquérir de marchandises de faible valeur. En ce qui concerne les billets de banque, il s'agit en principe de coupures émises exclusivement par la Banque centrale, ça veut dire la Banque du Maroc, Banque al-Maghrib, en contrepartie d'opérations définies par ses statuts. En général, on compte 3 opérations. En premier lieu, l'acquisition d'avoirs en or et devises. Pourquoi l'acquisition d'avoirs en or et devises par l'autorité monétaire? Ça veut dire par la Banque centrale, pour qu'on puisse payer nos transactions commerciales à l'échelle internationale. Alors, dans le commerce international, on paye nos importations par la devise étrangère. Donc, la Banque centrale doit avoir une réserve en devises et en or aussi. Deuxième opération, le concours à l'État ou l'achat de titres négociables. Les titres des créances négociables regroupent les bons de trésor, ça veut dire les titres de dette émis par l'État.
les certificats de dépôt, ça veut dire les titres de dette émis par les banques, et les billets de trésorerie, ça veut dire les titres de dette émis par les entreprises. En général, ce sont des opérations effectuées par l'État et via sa banque, le Trésor. Troisième opération, l'achat d'effets représentatifs de crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un effet financier et donc l'émanation d'une créance d'origine financière représentatif de futurs remboursements. Un effet financier est une traite au billet matérialisant la créance d'une banque sur un de ses clients contre un effet de commerce. Ce sont là les trois principales opérations effectuées par la Banque centrale comme étant des billets de banque. Deuxième forme de la monnaie, les monnaies divisionnaires, ce sont des monnaies généralement émises par le Trésor. Il s'agit de jetons métalliques dont la quantité est limitée pour la demande du public qui en a besoin pour l'achat de marchandises de faible valeur, comme par exemple comme les journaux, comme les bonbons, comme les cigarettes et ainsi de suite. Donc ce sont qualifiés monnaie divisionnaire. La monnaie scripturelle. La monnaie scripturelle constitue la principale forme de monnaie dans les économies modernes. Il tire son nom du fait qu'elle est matérialisée par une inscription sur livre des institutions financières, par exemple la banque, centre de chèques postaux, etc., etc. Cette inscription correspond au dépôt bancaire, c'est-à-dire aux sommes inscrites au crédit des comptes des agents économiques. Donc la monnaie scripturelle, comme on a dit, elle constitue la principale forme de monnaie dans les économies. Il tire son nom du fait qu'elle est matérialisée par une inscription sur les livrets des institutions financières. Alors, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la monnaie scripturelle, elle s'exprime par la sécurité, la commodité et la sûreté. La sécurité, ça veut dire risque de vol limité. La commodité, on peut mobiliser par simple écriture n'importe quelle somme. On ne peut pas mobiliser par exemple 1 milliard de dirhams par exemple en liquide, par exemple entre deux agents économiques. Donc il s'avère intéressant de créer une monnaie scripturelle pour mobiliser des sommes colossales entre les agents économiques. C'est pour cela que la monnaie scripturelle a été qualifiée comme une monnaie qui a une commodité. La sûreté, il existe un document écrit qui peut servir de preuve. Donc la traçabilité de la mobilisation d'une somme ou d'une somme intéressante de la monnaie. Voilà. Et la monnaie scripturelle peut être circulée grâce aux instruments suivants: le chèque, le virement et la carte bancaire. Le chèque, c'est un ordre adressé par le titulaire d'un compte à la banque où ce compte est ouvert de payer au bénéficiaire la somme inscrite sur le papier, sous réserve d'un approvisionnement de compte de titeur. Le virement, c'est un ordre que le payeur a adressé directement à sa banque d'effectuer un transfert de fonds sur le compte d'un bénéficiaire. La carte bancaire est l'instrument la plus utilisé à l'échelle internationale. C'est le plus célèbre des instruments permettant l'échange sans support papier. Donc pour faire un récapitulatif sur les différentes formes de la monnaie au sens étroit,
Donc, il s'avère intéressant aussi de définir qu'est-ce que ça veut dire la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est aussi une forme de la monnaie au sens étroit, ça fait partie de la famille de la monnaie au sens étroit. Ce sont les billets de banque inconvertibles au papier de monnaie. C'est la forme qu'on utilise quotidiennement dans nos transactions commerciales. Alors, et la monnaie fiduciaire, elle est créée par la Banque centrale, aussi par la Banque du Maroc, Banque al Maghrib, via son institut d'émission qui s'appelle en arabe Darska. Donc, pour injecter plus de liquidités sur le marché monétaire, la Banque centrale, via l'institut d'émission, crée de la monnaie dans le cas de besoin de plus de liquidités sur le marché monétaire. Et cela aussi dépend de l'état de la santé de l'économie, dépend des transactions commerciales et des transactions monétaires effectuées par les institutions financières implantées dans le pays. Et donc, pour faire un récapitulatif avant de passer aux deuxième forme de la monnaie, donc les pièces de monnaie, ça veut dire la monnaie divisionnaire. On a dit que la monnaie divisionnaire elle est créée par le trésor, ce sont les jetons en métal, plus les billets de banque est égal à ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, plus la monnaie scripturale, ça va donner une monnaie au sens strict ou la monnaie au sens étroit. Donc après avoir expliquer les différentes formes de monnaie au sens étroit, et ça s'avère intéressant de donner aussi une explication de la monnaie au sens large. La monnaie au sens large, elle est constituée par des moyens de paiement différés, c'est-à-dire transformés en liquidité avec un certain délai. Différé, ça veut dire qu'il y a une panoplie des produits financiers au sens large, il y a une diversification des moyens de paiement au sens large. Ils sont aussi transformés en liquidité avec un certain délai, ça veut dire à terme. Donc, tous les agents économiques effectuent des transactions monétaires auprès des institutions financières à terme lorsqu'il s'agit de monnaie au sens large. Alors, quand on parle de frontières entre actifs monétaires et actifs financiers, pour distinguer entre les actifs monétaires et les actifs financiers, en général les actifs monétaires relatifs à la monnaie au sens strict ou à la monnaie au sens étroit. Et par contre, il est difficile de délimiter la monnaie au sens large. Pourquoi? Parce qu'elle dépend du développement des marchés financiers et des produits d'épargne. Et des produits d'épargne, par exemple, imposés par les institutions financières. Donc, les marchés financiers sont différents selon le degré de développement du pays, selon l'ampleur des transactions monétaires dans un territoire donné. Par exemple, les marchés financiers dans un pays développé comme les États-Unis ou la France ne sont pas les mêmes dans un pays en voie de développement comme le Maroc. Par exemple, le marché, quand on parle de marché financier ou le marché de valeurs mobilières, donc il est moins développé, il est trop limité parce qu'on trouve une seule bourse de valeurs mobilières au Maroc, c'est la bourse de Casablanca. Mais par contre, quand on parle de marché des valeurs mobilières aux États-Unis, on trouve plusieurs bourses de valeurs mobilières, on trouve le Wall Street Bourse, on trouve le Nasdaq et d'autres bourses de valeurs mobilières. Et aussi, non seulement il y a une diversification de bourses de valeurs mobilières selon l'ampleur de l'activité économique dans un pays de telle puissance économique, mais aussi il y a une spécialité de ces bourses de valeurs mobilières. Quand on parle de Nasdaq par exemple, Nasdaq c'est une bourse dédiée aux entreprises, seulement aux entreprises qui opèrent dans le secteur de la technologie d'information et de communication. Alors c'est pour cela qu'il y a une comparaison très large entre les actifs monétaires et les actifs financiers. Voilà quelques exemples pour les actifs de mobilisation de l'épargne. On trouve par exemple les dépôts sur livret,
Les dépôts sur livret, ça veut dire le compte sur carnet, par exemple. Ce sont des dépôts qu'on peut le déposer auprès des institutions financières à terme. Les dépôts à terme aussi, des dépôts à terme il y a plusieurs formes de dépôts à terme, comme par exemple des placements d'épargne de retraite, des placements d'épargne par exemple d'avenir pour enfants, des placements d'épargne par exemple pour l'acquisition d'un logement ultérieurement. Donc ce sont des mobilisations de l'épargne, ce sont des actifs mobilisables qu'on peut les trouver auprès des institutions financières, ça veut dire des banques commerciales. Les bons du trésor public, ce sont des bons qui concernent seulement l'État. Parce que quand on parle de trésor, le trésor c'est la banque de l'État. Les bons de trésor public, ce sont des transactions effectuées bien évidemment par l'État dans ces transactions monétaires et financières. Quand on parle des obligations et les actions, ce sont des produits qui relèvent de marché financier, ça veut dire de marché des valeurs mobilières. Donc la bourse de Casablanca par exemple ou n'importe quelle bourse à l'échelle internationale, c'est un établissement où il y a un échange, où il y a une vente et achat des actions et des obligations. Ça, on va étudier ça d'une manière plus détaillée dans le chapitre consacré au marché des valeurs mobilières. Alors, les questions qu'on doit poser pour ces mobilisations de l'épargne ou pour ces actifs monétaires au sens large, ces actifs, est-ce qu'ils sont des moyens de paiement? Ont-ils le même degré de liquidité que la monnaie au sens strict ou au sens étroit? Peut-on les considérer tous comme étant de la monnaie au sens large? Quelle est la frontière entre un actif monétaire et un actif financier? Les critères de classification entre l'actif monétaire et l'actif financier. Tout d'abord, on va commencer par l'actif monétaire. L'actif monétaire, ce sont en général la monnaie, les différentes formes de monnaie en sens étroit, en sens strict. Sans critères, il est subdivisé en deux parties. Ils sont facilement transformables en liquidité. Pourquoi? Parce que quand on parle par exemple de chèque, le chèque c'est une sorte de monnaie qu'il est facilement transformable en liquidité, même s'il il apparaît comme une écriture sur un livre financier, sur un livre bancaire, mais il est facilement transformable en liquidité parce qu'il est considéré comme étant une monnaie au sens strict. Ils sont en deuxième lieu gérés et émis par les institutions financières. Quand on parle des institutions financières ici, on fait allusion aux banques commerciales et à la banque centrale. Ils sont gérés et émis par les banques commerciales parce que dans les relations effectuées entre les banques, ça veut dire intra-banque, qu'on s'appelle le marché interbancaire. Donc, dans le marché interbancaire, il y a aussi une sorte de création de la monnaie via des opérations effectuées et des transactions effectuées entre les banques commerciales. Elles sont aussi émises par la Banque centrale. La Banque centrale, comme on a déjà soulevé, que la Banque centrale a l'habilitation, la principale émission, c'est de la création de la monnaie fiduciaire via son institut d'émission. Elles sont facilement transformables en liquidités, ces actifs monétaires, parce qu'elles sont sans prélèvement sur les liquidités d'un autre agent économique non financier. Elles sont aussi sans risque de perte en capital, parce que la valeur de ces actifs monétaires, ils ont une valeur constante et stricte. En guise de conclusion, sont exclus de la monnaie au sens large tous les placements dont la transformation en liquidité avant l'échéance ne peut se faire que par négociation sur un marché, avec un risque de perte en capital. Merci pour votre attention. La monnaie et l'innovation financière.
l'innovation financière rend difficile la distinction entre actifs monétaires et actifs financiers. Une difficulté accentuée par le développement des FCP, ça veut dire des fonds communs de placement, ainsi que la création des titres à court terme émis sur le marché monétaire. Donc, bien évidemment, avec le développement du système financier au niveau international, non seulement au niveau marocain, donc il s'avère difficile de distinguer entre les actifs monétaires et les actifs financiers vu la multitude et la diversification des produits financiers. Et cette diversification des produits financiers rend le marché monétaire, ça veut dire le marché interbancaire et le marché d'éducation, surtout le marché interbancaire, ça veut dire les relations entre les banques, le rend difficile de gérer, le rend facile plutôt de gérer plus de produits financiers. Il y a, comme on a déjà soulevé, qu'il y a une interconnexion, une interdépendance entre tous les systèmes financiers, entre tous les marchés au sein d'un système financier. Parce qu'il y a une interdépendance, par exemple, entre le marché monétaire et le marché financier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est difficile de distinguer entre les actifs monétaires et les actifs financiers.